Bienvenue à tous dans la revue de Portfolio Design. Je vais quand même ajouter du coup les insights côté TPC sur le marché de l'emploi. Ce sera un peu une petite première partie. Ensuite, je vous donnerai quelques ressources aussi, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de designers qui apprécient les ressources écrites, les exemples d'études de cas design, des choses comme ça. Donc, je vais vous donner accès à tout ça juste après. Et puis ensuite, on rentrera vraiment dans la portfolio review. On va prendre des profils, enfin des portfolios assez juniors au démarrage, puis on va monter en seniorité. Et à la fin, on va répondre un peu à vos grandes questions. N'hésitez pas à réagir pendant le live. Il y a Juliette à côté de moi qui est en train de regarder un petit peu vos réactions et de sélectionner un peu les retours, les grands thèmes que vous partagez. Donc, si vous avez des grosses situations particulières, n'hésitez pas à les partager. On essaiera de les prendre. Plus c'est dense et plus on les prendra à la fin, plus c'est réaction à chaud et on pourra les traiter en direct. Voilà. Et bienvenue à tous, évidemment. Pour ce qui est des actus du marché de l'emploi, alors vous allez me dire ce que vous en pensez. Nous, ce qu'on voit côté TPC, effectivement, c'est que le marché a vachement monté en exigence. Il y a des attentes assez particulières sur lesquelles, et du coup, vous pouvez surfer en tant que designer et vous positionner. Effectivement, il y a clairement un déséquilibre offre-demande, hein, disons les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, ce qui peut vous aider du coup à vous différencier, même si vous êtes junior en design mais que vous avez d'autres expériences, par exemple, c'est par exemple la connaissance sectorielle. Avoir une expertise sur un secteur peut aider énormément. L'ownership sur son scope, vous l'avez à peu près tous plus ou moins abordé déjà. Votre track record d'impact. En fait, aujourd'hui, on connecte vachement l'impact du design à ce qui se passe vraiment en termes de business. La vision analytique, ça, vous êtes deux, je crois, à l'avoir mentionné. Et je pense, par exemple, chez Pigment, sur des produits data, c'est particulièrement important. Dans certains cas, l'expérience early stage. Toi, Benjamin, je comprends que tu es arrivé founding engineer chez Pigment. Typiquement, je n'ai pas regardé ton LinkedIn, mais je suppose que tu avais déjà eu les mains dans le cambouis dans d'autres expériences. Et une vraie chose aussi que j'observe, je ne sais pas si vous pourrez dire ou pas si vous l'observez aussi, mais il y a un retour au présentiel quand même pas mal. Donc, c'est plus dur de trouver des jobs en full remote actuellement. Donc voilà, ça vous donne une liste un peu d'aspects sur lesquels se démarquer. Expertise sur un secteur ou bien un persona aussi. Par exemple, je connais parfaitement les acteurs du renouvelable, les industriels de tel type. En fait, cette connaissance persona peut se traduire du coup en expertise sur le design. Donc, peut être hyper intéressant. Vos résultats mesurables, chiffrés, mettez-les en avant. Votre craft, évidemment, à travers le portfolio, les qualités analytiques et la détermination, parce que dans un marché où il y a un déséquilibre de demande, quand même, ça aide de rester à fond et de mettre toute son énergie dans ses recherches, même si, encore une fois, je sais que c'est extrêmement complexe pour notamment les juniors en ce moment. Et puis, manière de se démarquer aussi en ce moment, c'est d'être monstrueux sur tout ce qui va être prototypage avec les outils IA. Donc, voilà, ça, clairement, apporter ça comme expertise dans une équipe, c'est priceless. Je vous donne du coup en une seule fois accès à toutes les ressources que vous pouvez trouver chez TPC. Il suffit de scanner le QR code et par exemple, vous allez avoir accès au salaire de la tech en 2025 avec toute une section, une dizaine de slides sur les designers par expérience, par type de boîte pour savoir comment vous positionner. Il y a la boîte à outils du product designer où vous trouvez en fait tous les tips et les ressources d'une cinquantaine de designers qu'on avait interrogés. Il y a les études de cas product design. Donc, si vous passez post-portfolio, ensuite, c'est études de cas. Et donc, là, vous allez pouvoir voir comment certaines scale-up testent. Et voilà, d'autres ressources du type comment négocier votre package en bout de process. C'est en général assez utile et c'est bourré de tips de vrais membres de la communauté. Donc, voilà, c'est des personnes qui ont l'expertise pour partager leurs conseils. Tout dernier message, si vous êtes effectivement designer, vous pouvez vous inscrire sur The Product Crew et on pourra essayer de vous matcher avec les offres. On n'a pas d'offres junior malheureusement en ce moment. En revanche, on a des offres assez seniors qui correspondent un peu à ce que vous avez décrit juste avant dans vos situations. Mais voilà, n'hésitez pas à postuler et on vous dira en tout cas par rapport à vos critères et votre profil si on peut vous aider, vous matcher sur des rôles pertinents. On est 220 dans le live et il est 12h15, donc je pense qu'on va attaquer directement le sujet, si vous êtes chaud. Alors, je vais commencer avec le premier portfolio. On va attaquer avec le portfolio d'une personne qui a 1 an d'XP, un profil plutôt agence et plutôt profil UX UI. Hop.
C'est celui du coup de Charlotte. Hop. Alors, je vais faire le maître de cérémonie et vous faire une petite visite de ce portfolio. N'hésitez pas, messieurs, à me dire un peu où est-ce que vous voulez que je me déplace. Et, euh, voilà, donc on a une entrée sur assez minimaliste avec la petite fraise qui suit la souris. Je vais scroller un petit peu. Hop. Ah bah, on n'a pas de scroll du coup. On peut directement aller soit dans à propos, soit dans mes projets. Je propose d'aller visiter un peu les projets. Hop. Et du coup, un scroll latéral. Est-ce que vous voulez voir un projet en particulier? Je pense qu'on peut. Moi, j'ai déjà des commentaires rien que sur la home page. Allez, go. Pour commencer, moi, ce que j'ai bien aimé dans ce portfolio quand j'ai vu dans la sélection, c'est que je trouve qu'il y a déjà toute une identité de designer qui ressort. Et je trouve que c'est quelque chose qui est déjà vachement bien de voir que la personne a un sens graphique, parce que c'est surtout ça aussi le design en général. C'est même si on postule sur, il y a tout le UX, il y a toutes ces choses-là dans le design en général. Moi, quand je regarde un portfolio, la première chose que je vais voir, c'est le visuel. Est-ce que la personne a ce sens graphique et des compétences là-dedans? Donc déjà, je trouve que rien qu'en arrivant sur cette page-là, ça donne envie de continuer à aller voir plus de choses dans le portfolio. Même s'il y a une navigation un peu différente, pas de scroll et choses comme ça, moi, ça me choque pas plus que ça. Je trouve que c'est déjà, ça donne déjà envie d'aller regarder d'aller voir les projets. Le point que je dirais plus négatif dessus, c'est le titre Digital Designer qui est compliqué à comprendre. Aujourd'hui, il y a toute une théorie des titres dans le monde du design et le titre Digital Designer, on ne sait plus tellement à quoi ça fait référence. Donc ça va plutôt être la chose sur laquelle j'aurais tendance à critiquer, c'est de dire expliquer qu'est-ce que la personne cherche à faire, quelles sont ses spécialisations. Digital designer, c'est plus lié au branding en général du site web, mais est-ce que c'est du web designer, c'est une approche UX, etc. Donc ça le laisse un peu. Si pour un poste de product designer, je recevais ce portfolio, déjà, je ne saurais pas exactement comment l'appréhender. Ouais, c'est clair, très juste. T'as un retour, Raphaël, j'ai l'impression. Moi, je recoupe beaucoup avec ce que Benjamin a dit. Ce que je trouve intéressant sur ce portfolio, c'est que voilà, quand la page charge, tu es un peu surpris. Du coup, c'est ça aussi qui des fois, démarque des profils. Il y a une patte graphique, il y a des petites attentions aussi, le curseur, le petit logo, la pointe de couleur. Enfin, on sent qu'il y a eu une attention particulière. Et en fait, cette première impression, qui est forcément très importante, comme dans tout, ici, elle est assez marquée. Et je trouve ça intéressant. Et je recoupe beaucoup avec aussi ce que Benjamin vient de dire sur, en fait, digital designer, peut-être que c'est trop flou, malheureusement. Et en plus, je pense que ça aurait été plus intéressant d'utiliser cette typographie, cet espace ici pour finalement peut-être être un peu plus verbal et mettre une tagline vraiment qui vient proposer, comme si on se vendait comme une marque et venir proposer, voilà ce que moi, je pense apporter par le design. Et en fait, finalement, ce rôle product designer, digital designer ou autre, il a moins d'importance que ce que nous, on comprend du design, ce que nous, on perçoit, et qui finalement fait autant partie de cette première impression que le visuel. Mais en tout cas, voilà, j'ai eu cette même impression très positive au chargement. Et je trouve que, alors je ne sais pas si tu recharges la page, est-ce qu'il n'y a pas ce côté un peu aléatoire d'affichage des cartes? Non, ok. Mais voilà, il y a ce côté un peu créatif de coding, un petit peu, voilà, les choses ne sont pas rangées exactement dans des cases et ça, c'est intéressant. Après, sur la lisibilité, je pense que je remets un petit peu peut-être du coup des points un petit peu plus négatifs sur la lisibilité. Tu vois, Ouais. là, quand on brose les projets, c'est dommage de ne pas avoir plus de détails sur OK, qu'est-ce qui peut se cacher derrière ce projet et vraiment travailler aussi l'UX writing là-dessus. En fait, là, on a juste le titre du projet, mais en fait, dès la homepage, on pourrait avoir une sorte de problématique, d'aperçu de la problématique et de vraiment travailler chacun des mots qu'on met
sur cette première impression. Ouais, Ouais, tous les cases sont pas au même niveau. Celui-là, je pense que c'est peut-être celui qui est le plus travaillé. Donc je sais pas si ça témoigne de son implication ou pas, mais du coup on en vient à se poser des questions. Mais pour un portfolio de junior, c'est très bien. Hein. Je sais pas si on l'a pas dit comme ça, mais on voit passer des choses parfois de profils seniors qui sont pas aussi poussés. Donc de ce point de vue-là, on peut aussi la féliciter. C'est plutôt un bon premier portfolio si c'est son premier. Oui, tout à fait. Le contexte est important quand même, l'alternance, 1 an, effectivement. Donc, Un petit boulot de design graphique, suite d'études pour une petite start-up, etc. Voilà, ça peut faire le job. très bien. Et- Du coup, ouais, est-ce que c'est enfin, pour aider tout le monde un peu à se jauger, je vais vous proposer aussi, j'en ai pas parlé, mais un jeu effectivement où on va se mettre dans le contexte que vous êtes en train de regarder les portfolios pour un rôle du coup, et là en l'occurrence, on va dire que c'est un rôle de premier CDI junior designer. Est-ce que vous recruteriez, enfin pas recruteriez du coup, mais est-ce que ce portfolio vous convaincrait de rencontrer la personne au bout après avoir regardé son portfolio, quoi. Donc on est en début de Dans process. l'hypothèse où on cherche quelqu'un junior intermédiaire, c'est ça. Exactement. Ok, Ouais. ok. Et je vais vous demander à 3 de mettre un pouce haut ou un pouce bas pour dire, moi, dans mon contexte de ma boîte, je lui donnerai une interview ou je passerai. 1, Ok. 2, 3. Ok, très bien. Toi, Alban, qu'est-ce qui t'a fait du coup renoncer? Si j'ai ma casquette d'aujourd'hui, effectivement, je pense que c'est un peu light parce que je suis pas sûr de sentir à travers les projets que elle va avoir l'air insolite pour s'intégrer dans l'équipe. Alors si j'avais un rôle de junior, pourquoi pas, mais je suis même pas sûr en fait, pour la simple et bonne raison que je pense qu'on voit passer des portfolios, même s'il est super intéressant. Hein, j'avoue que je l'identifierais plus comme profil un peu cool sur Malte qui peut dépanner une startup en early stage, des gens qui ont besoin d'une identité graphique. Enfin voilà, peut-être que c'est le titre aussi effectivement. C'est un bon point tout à l'heure, digital designer qui m'aide pas trop à me positionner, mais voilà, je trouve un peu light pour venir dans une équipe déjà bien complète et voilà, Clair, clair. voilà, j'aime pas être trop médisant sur les portfolios parce que je trouve plutôt intéressant et il y a un vrai effort, mais voilà, ce serait juste pour moi. C'est important ouais, voilà, pour que tout le monde puisse se positionner, effectivement, les bons points, les mauvais points. Est-ce que ça suffit? Est-ce que ça suffit pas? Dans quel contexte? Donc, merci de votre transparence. Et il y a un truc que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que sur son Behance, il y a peu de projets et souvent c'est des projets qui reprennent ce qu'il y a dans ce site. Ce que j'aime bien sur Behance, c'est que du coup, si tu mets ton Behance, faut que tu aies des explorations, faut que tu aies des projets, même pourquoi pas étudiants en fait, mais plus tu as un track record complet, plus ça attire l'œil, même si tu es junior. Donc pourquoi mettre un Behance s'il y a que 4 projets? Je suis un peu dur, mais voilà. Ouais. Des fois, il faut faire des choix. C'est pas parce que tu as un Behance qu'il faut absolument le mettre. Si tu le mets, c'est parce que tu as des choses à raconter dessus. Carrément, je te rejoins à fond et je trouve que des fois on pousse le Behance alors qu'il n'y a pas de contenu. Vaut mieux rien pousser honnêtement que pousser un truc qui donne une impression faussée de votre craft. Et vous avez parlé de la personnalité qui ressort tout de suite, effectivement. Moi, un truc qui m'a pas mal interpellé, effectivement, j'aime bien le logo avec la fraise, mais c'est vrai que la fraise qui suit, ça pose la question de à quel point est-ce que la personnalité d'un designer doit immédiatement ressortir quand vous arrivez sur un portfolio. Et du coup, je vous propose d'aller directement sur le portfolio d'après qui pose vraiment la question du coup. C'est celui du coup de Racha, où elle, d'entrée, elle vous annonce, avant de parler de design, etc. Enfin, moi, mes yeux se sont posés directement là-dessus, sur son texte ici, où elle dit qu'elle est aussi magicienne médium, donc elle élargit vachement le champ et elle pose vraiment sa personnalité. Je vous propose aussi de regarder un petit peu plus en détail, et puis vous allez nous donner chacun vos retours. Je crois que c'est toi, Ben, qui a attaqué direct, donc peut-être Raphaël, cette fois-ci, tu peux te lancer. Je vais te montrer aussi, du coup, Ouais. une des... Surtout que je l'avais présélectionné celui-ci, en effet. Ouais. Donc du coup, pareil, sur la première impression, tu vois, à l'affichage, je trouve que c'est élégant. Il y a des petites animations over qui sont très, très mignonnes. Il y a une utilisation donc des typographies et des couleurs aussi, des espaces qui est propre.
Enfin, tu vois, là, je trouve qu'il y a un peu ce côté maîtrise sur ces aspects-là. Après, c'est vrai que dans l'UX Writing, j'ai eu un doute, du coup. Je pense que, en fait, l'emplacement est bon, un petit peu long peut-être, tu vois, cette fameuse tagline. Mais du coup, c'est vrai que quand je l'ai dû la relire plusieurs fois et j'ai enfin compris que c'était vraiment pour positionner plus un aspect très, très personnel de comment cette personne se décrit et se voit personnellement. Et donc, du coup, j'ai eu un doute à ce moment-là en me disant peut-être que je trouve que ce contenu-là est intéressant d'être développé dans peut-être une partie à propos. Où là, en fait, c'est comme si on arrivait sur le site d'un produit. Ce qu'on va attendre, c'est vraiment une tagline effective, efficace, et plutôt sur ce qu'on va pouvoir apporter, pas forcément sur la description de la personnalité de la personne. Enfin, du coup, ça a sa place dans un CV, dans un portfolio, mais peut-être pas comme ça en première ligne. Là où je m'attendais plus à du contenu, on va dire, lié forcément. Je suis consommateur de ce site. Je viens là pour comprendre ce que tu peux m'apporter professionnellement, pas humainement. Donc D'ailleurs, c'était un petit peu. je rebondis aussi parce que j'ai regardé du coup le LinkedIn de Racha et elle indique qu'elle est multimédia designer et aussi dev junior full stack. Elle a 3-4 ans d'XP globalement. Et je pense que ça vaut le coup de rebondir aussi sur le fait de attention à ne pas brouiller le message. C'était un des points sur le portfolio d'avant avec effectivement digital designer. Et c'est toi qui le disais, Raphaël, je crois, il faut vous le faites pour la personne qui le lit, il faut qu'elle comprenne. Donc, il y a vraiment ce travail d'empathie vis-à-vis du lecteur. Et donc, est-ce que en donnant trop d'informations, ou comment est-ce que vous routez finalement l'information pour livrer les points clés? Ça te dessert en fait de faire ça. Enfin, c'est mon avis. C'est vrai que on est plutôt dans un métier. Alors même si les frontières tendent à se réduire un peu entre UX et UI, par exemple, mais bon, on va dire que entre UX, UI, product designer, on a un giron commun de métiers qui sont les profils je pense qu'on cherche tous les trois, sauf si on cherche précisément des UX researchers ou ce genre de choses. Mais quand tu commences à faire trop de choses, t'envoies un signal de qualité qui est pas forcément au rendez-vous derrière. En tout cas, moi, c'est ma perception. On a du mal à mettre plein de gens dans le même corps. Et par ailleurs, si tu es un très bon UI, il se peut que tu aies des notions en dev et que tu puisses le développer pendant l'étape d'après, mais voilà, faut pas essayer de tout faire rentrer au chausse-pied. Je suis pas sûr que ce soit quelque chose qui puisse te servir, quoi. Très bien. Je propose On cherche des experts. Non, ce que je voulais ajouter aussi sur cette thématique, c'est qu'il faut se dire, pour moi, le portfolio, c'est un peu une étape cachée de designer un produit parce que c'est le même process, en fait. Il y a un client, un utilisateur qui va être, et c'est là où il faut bien définir vers qui. Si c'est un portfolio de freelance qui veut récupérer des clients, c'est un portfolio qui veut être embauché pour un poste dans une startup ou dans une scale-up ou dans un grand groupe. En fait, réussir à bien comprendre et définir le profil de l'utilisateur du portfolio permet derrière de réussir à designer correctement. Et en fait, moi, je vois ça comme déjà une première étape de montrer qu'on a un œil et un process de designer, de savoir que la personne qui va lire ça, elle va lire, je ne sais pas comment c'est pour les autres. Moi, je reçois peut-être une trentaine ou une cinquantaine de portfolios par semaine. Donc, il faut que je passe sur tous, entre les meetings, entre les autres choses. Donc, j'ai vraiment très peu de temps pour aller. Donc, si sur la page d'accueil, un texte comme ça peut être un peu irritant, même si je sais que c'est pas la volonté de la personne, mais c'est à passer de portfolio en portfolio en portfolio les uns après les autres, ne pas réussir à trouver immédiatement l'information que je veux pour pouvoir me faire un avis, ça va me créer de la frustration et c'est justement l'inverse de ce qu'on a envie de donner. Donc c'est un peu le conseil que je donnerais, c'est de bien cibler pour qui le portfolio doit être fait et du coup réussir à appliquer son processus de designer, quitte à même faire des user tests sur son portfolio, l'envoyer à des amis et leur demander est-ce que voilà les 3 choses que je voulais faire passer, est-ce que vous avez réussi à comprendre exactement ça et pouvoir mettre les choses en exergue. Et là, en l'occurrence, je pense que si on envoyait ce portfolio sans le contexte de designer, on penserait que c'est une magicienne et médium à temps partiel plutôt qu'un designer.
que l'idée du design est bien trop en dessous par rapport à la blague. Donc moi, j'aurais tendance déjà à inverser toutes les hiérarchies de contenu pour qu'on sente que c'est d'abord ça, et en plus, il y a ce côté fun, ce côté intéressant que la personne va apporter. Mais faut bien doser en fait ce genre de choses. Oui, tout à fait. Exactement. Vous avez donné énormément de recommandations déjà, et il y a Harold qui demande, c'est un point important, combien de temps concrètement vous pensez passer sur un portfolio en moyenne? Benjamin, tu penses combien toi? Ça peut aller de 10 secondes jusqu'à 10 minutes, je pense. Ouais. Raphaël? Je trouve 10 minutes, c'est beaucoup déjà. Ouais, en effet, c'est comme disait Benjamin, ça peut être 10 secondes, sincèrement, des fois. Ça se joue. Bon, allez, on va dire 1 minute, 5 minutes, tu vois. Je pense que c'est vraiment je passe pas beaucoup plus de temps que ça sur le portfolio. 5 minutes, ça va être le temps de sélectionner un des projets qui m'intéresse, le lire à fond. Et avant ça, il y a cette première impression qui joue quand même, je trouve. Dans le premier cas, c'était cette première impression très visuelle. Ici, du coup, c'est sur l'UX Writing. Je pense qu'il y a des choses à améliorer. Dans ce cas-là, je pense qu'il y a limite, si la personne revoyait juste son UX Writing, parce que si tu descends un tout petit peu, c'était un petit point que je voulais préciser là-dessus. Ça, je trouve ça super, ce pattern, en remontant au-dessus des projets. Il y a une espèce de carrousel ici, avec... Ouais, non, si tu remontes un tout petit peu, désolé. Là, tu vois, tu as un petit carrousel, et en fait... c'est la même phrase qui se répète en boucle et qui est une phrase qui n'est pas forcément hyper impactante non plus d'un point de vue professionnel. Ça traduit même d'un aspect plus négatif j'ai trop l'impression de gribouiller aujourd'hui. Du coup, je pense que là-dedans, il y aurait aussi de la place pour venir, sans modifier le pattern, ajouter de la valeur sur l'UX Writing et peut-être faire varier un petit peu plus les phrases et les rendre beaucoup plus... les cibler beaucoup plus pour le consommateur final qui va être le manager recruteur. Toi, Alban, tu passes combien de temps du coup sur un portfolio? Et peut-être question secondaire aussi, combien de projets tu mettrais sur un portfolio idéal? Je pense que le ratio que tu as donné, Benjamin, tout à l'heure était intéressant. Je pense que vraiment en 5 secondes, et c'est peut-être même moins, je sais si je vais fermer l'onglet ou pas. Très franchement, ouais, je pense que vraiment il y a un truc où si je vois que les éléments sont bien calés, qu'on est sur un design à peu près ok, qu'on n'en a pas parlé depuis tout à l'heure, mais que la techno aussi choisie est la bonne. Framer, ça peut être un peu à double tranchant aussi. Voilà. Si j'arrive sur un portfolio potentiellement je sens qu'il a été codé par un dev front un peu velu, je vais me dire ok, le mec il est connecté, il a du réseau. En fait, enfin, je vais fonctionner un peu comme ça, et du coup ça va me donner envie de cliquer, de rentrer dans les cases. Et après les cases, pour moi il n'y a pas forcément de limite. Ce que j'aime bien, on le verra peut-être plus tard dans d'autres portfolios, c'est encore une fois, je suis plutôt sur des profils seniors, mais c'est le principe d'archive où tu vas avoir une liste de tous les projets sur lesquels tu as travaillé parce que tu es transparent et en fait, t'en parles. Et après, tu cibles par contre 5, 10 cases sur lesquels tu vas vraiment investir du temps. Et on pourra redonner des tips après, mais que tu as vraiment séquencé ton rôle, les objectifs, ton impact, des métriques, un peu de contexte, les problématiques, etc., etc. Ok, hyper clair. On va avancer parce que j'aimerais qu'on en voit un maximum. Quand même un dernier, du coup, le jeu à 3, vous nous dites si vous faites avancer ce profil pour un rendez-vous. 1, 2, 3. Ok, super. Bon, on a 2 contre 1. Allez, on passe à la suite. Hop, on va aller, comme je disais, de plus en plus haut en seniorité. Donc l'idée, c'était voilà, de vous donner un maximum d'éléments pour les juniors. J'essaie en même temps de partager mon... Hop. Et là, on va arriver sur... Tac, ouais, je crois qu'on passe à celui de Steve, du coup. Alors, on est sur un format Notion. Steve, il a 4-5 ans d'XP en design, plutôt orienté consumer e-commerce, donc plutôt profil B2C. Et il a choisi Notion pour le format de son portfolio. C'est un truc qu'on a beaucoup vu et qu'on voit de moins en moins. J'ai l'impression que les designers investissent plus sur des sites ou alors qu'ils partagent désormais des Figma. On va en voir d'ailleurs après. Assez chaud d'avoir vos avis aussi sur le format que vous préférez pour un portfolio et puis vos retours du coup sur le portfolio de Steve. Je vais scroller en même temps et je crois, Alban, que c'est ton tour d'attaquer sur un retour portfolio.
pourquoi pas? Alors c'est vrai qu'effectivement on les a vus un peu avant. Je me suis reposé la question du Notion. C'est vrai que c'était une espèce de mode, on va dire, il y a quelque temps. C'est vrai que moi le Motion, enfin le Notion pardon, j'ai tendance à me dire que en fait je peux le faire en 20 minutes avec ChatGPT et je sais pas, ça me fait un truc. C'est un peu voilà, c'est un peu du feeling ce que je vais dire. C'est peut-être pas cool pour la personne si elle a passé beaucoup de temps et notamment le case Orange là. Du coup, je me suis posé la Bellemelo. question, je vais regarder, qui est plutôt détaillé. Donc au final, on voit que la personne a taffé, etc. Mais en ressenti, je peux pas m'empêcher de me dire peut-être j'ai utilisé l'IA Notion directement et j'ai fait un truc en 5 minutes quoi. Donc encore une fois, c'est par rapport à ce que je recherche et même dans mes vies d'avant. Je préfère des gens qui sont connectés à un écosystème, qui connaissent des dev front, des profils produits, vraiment, j'allais dire presque des techos en fait. Donc voilà, c'est pas au premier abord le truc qui moi m'excite le plus, Notion. Après, pour le coup, dans le détail, il a pas mal synthétisé son case study et il y a pas mal de choses à manger. Donc pour un profil UX, peut-être plus qu'un profil UI, je trouve que ça peut le faire. C'est vrai qu'il est très détaillé ce case. T'en penses quoi, Raphaël, du coup, de ton côté, de ce format Notion, ton format préféré, et puis tes retours aussi sur globalement le portfolio de STEM? Ouais, c'est moi qui avais aussi présélectionné celui-là dans le sens où, en effet, je pense que ce qui est intéressant dans ce portfolio, c'est le détail apporté au case study à proprement parler, même visuellement. En fait, il est bien illustré. Il y a des vidéos, il y a des visuels qui illustrent le projet, et il y en a quand même pas mal. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant. Après, c'est surtout aussi dans la manière dont les cases sont présentés qu'on retrouve une structure. Peut-être que, d'ailleurs que cette structure est un peu trop parfois linéaire et un petit peu trop scolaire, on va dire. C'est bien aussi de ramener, c'est ce qu'on attend aussi d'un designer, d'amener un storytelling, de savoir en fait adapter les choses à des use cases différents. Donc peut-être pas appliquer toutes les étapes d'un process à un projet, c'est une bonne idée d'ailleurs. Mais en dehors de ça, on voit l'impact, on voit le détail en profondeur. Souvent des portfolios manquent de ce niveau-là. Il y a quand même de l'explication textuelle assez sharp et assez intéressante. Donc c'est pour ça que je l'avais sélectionné. Mais c'est vrai qu'en amont, quand tu tombes sur le Notion, je commence à avoir fait le tour aussi des portfolios en Notion, dans le sens où aujourd'hui, ce qu'on cherche aussi d'un designer, c'est de voir si il a, et je recoupe du coup avec le portfolio qu'on a vu avant, s'il a cet œil aussi de savoir calibrer une typographie, un espace, une couleur. Et en fait, ces éléments-là, c'est pas sur un Notion qu'on va pouvoir les vérifier. Donc certes, là, le projet est bien illustré avec des projets, mais aussi de traduire ça dans la mise en place de son portfolio et peut-être avec un niveau de créativité supérieur à ce qu'on peut faire dans des projets en day-to-day, c'est hyper intéressant. C'est aussi l'occasion, un portfolio, de montrer, voilà ce que je sais faire en créativité libérée. Et dans le cadre des projets, montrer ce qu'on sait faire sur des choses beaucoup plus cadrées, beaucoup plus concrètes, enfin business concrètes, je veux dire. Yes, carrément. C'est vrai que ouais, c'est rare d'avoir des portfolios aussi détaillés. Et un point important aussi, c'est quand on a beaucoup de contenu sur un portfolio, souvent, il faut zoomer quand il y a beaucoup de texte, etc. Je ne sais pas ce que vous pensez de ça. Pour moi, un designer qui met un portfolio, il faut absolument zoomer à des endroits et qui rend la navigation assez complexe. C'est un peu antinomique avec l'expérience utilisateur qu'on veut proposer. Et souvent, j'ai l'impression que certains designers ont du mal à caler leur contenu. Ils veulent dire beaucoup et donc les textes sont pas lisibles. Je ne sais pas si vous rencontrez ça. Peut-être Benjamin, est-ce que ça t'arrive et ton point de vue là-dessus et puis le retour sur le portfolio STEM. Ouais, bien sûr. Moi, je suis pas aussi critique sur Notion. Je trouve que ça peut être très bien fait parce qu'il y a quand même une place pour la créativité à l'intérieur de Notion. Là, on le voit, par exemple, la personne a mis ses 10+, 80+, etc. Elle a fait son layouting. Et l'avantage de Notion, c'est que quand ça te donne par défaut une structure, une hiérarchie de contenu, etc. Donc, il y a moins de place à la créativité. Mais je sais que quand je vais voir un portfolio Notion, ça va être plus simple en tout cas de le visualiser et de le lire. Après, je vais souvent avoir un peu ce sentiment, c'est quand je rentre sur un Notion, je sais que je vais avoir beaucoup de choses à lire.
parce que justement c'est un outil d'écriture, donc la personne va plus écrire, ce qui peut être plus adapté peut-être pour des profils beaucoup plus UX ou moins visuels, qui cherchent à faire quelque chose de moins visuel. Mais je suis d'accord tout de même avec ce qu'ont dit Alban et Raphaël. Pour moi, le format idéal, ça reste un site web que la personne a fait. Alors, ça ne veut pas dire nécessairement que la personne a besoin de coder 100% tout son site web. Je pense qu'aujourd'hui, il y a tellement de plateformes et d'outils, comme ce qu'on a vu sur les deux portfolios d'avant, la personne qui a utilisé Framer. Je trouve justement ça montre un plus de la personne a envie d'aller apprendre une techno différente, d'aller comprendre c'est quoi le développement web, parce que c'est aussi ça, de travailler sur le format sur lequel on va ensuite publier ses designs. C'est important, ça montre que la personne, elle comprend comment il se passait du texte, faire des margins, des paddings, des choses comme ça, notamment pour un profil plus jeune. C'est des choses qui sont importantes de comprendre, pouvoir débugger son site. Enfin, il y a tout un processus, même dans la création d'un portfolio sur Framer ou Webflow ou WordPress ou peu importe la plateforme qu'on veut choisir, qui, moi, me séduit davantage. Et ce que je mettrais tout en bas de la liste, désolé pour tout le monde, c'est les portfolios sur Figma. C'est pour moi, en tant que recruteur, le pire format, parce que ça prend beaucoup de temps à se charger. Ça va s'ouvrir dans mon outil de travail, la personne va voir que je suis sur son portfolio, il n'y a pas forcément une très bonne structure, ça va pas être calé au bon endroit, parfois ça va s'ouvrir avec un zoom super fort, parfois ça va être super petit, ça va être difficile de naviguer à l'intérieur, donc c'est vraiment, c'est un peu on va dire la simplicité, parce que c'est l'outil dans lequel on travaille, et on peut faire encore plus de créativité dans Figma parce qu'on maîtrise l'outil en tant que designer, mais d'un point de vue recruteur, c'est très painful. D'ouvrir un portfolio Figma et de naviguer sur un portfolio Figma. Donc c'est ce que je recommanderais le moins si la personne n'a vraiment pas le choix. On peut trouver des super portfolios sur Figma, mais j'ai tendance à préférer peut-être Notion, où justement c'est fait pour être navigué et lu sur le web, ou un site web créé et pas forcément codé de zéro intégralement par la personne, mais au moins ça montre encore plus de skills. Vous êtes d'accord, Raphaël, Alban? C'est vrai que souvent, ça lag aussi les portfolios Figma quand on les charge. Moi, je recoupe notamment sur une expérience où je vais avoir tendance à consulter aussi si le site est responsive. Et ne serait-ce que ça m'arrive de consulter les portfolios sur mobile. Si j'arrive sur un portfolio qui s'est adapté à mon device, qui est bien calé et qui visuellement, encore une fois, visuellement et dans l'UX Writing me parle, là, j'ai quand même... il y a beaucoup plus de chances que je passe plus de temps, jusqu'à 5-10 minutes sur le portfolio, versus une expérience. Il faut penser à l'expérience de l'utilisateur, finalement. Et je suis d'accord que Notion, c'est sécurisant de ce point de vue-là, mais on perd l'autre aspect quand on cherche un product designer. On cherche en effet des qualités de product, sur la casquette business aussi de la personne, mais aussi sur la partie visuelle. Donc, il ne faut pas qu'on oublie ça. Quand on cherche un senior designer, on cherche aussi quelqu'un qui sait manier un design system, des espaces, des typos. Je reviens là-dessus. Mais c'est il faudra qu'on en parle de ça, effectivement, les profils aussi PM, designer. Il y a des questions dans le chat à ce sujet, je vois passer. Je vous propose d'arbitrer sur votre point de vue sur vous recevez ce portfolio pour du coup un profil plutôt senior en design. Ça passe au tour suivant ou pas? 1, 2, 3. Ah, pas mal. Donc, ouais, vous n'êtes pas laissé non plus, même ceux qui sont entre guillemets, pas forcément ultra chauds sur nos Moi, je chaînes. serais curieux dans les prochaines étapes de vérifier justement les appétences purement design visuel. Il y a dans nos process des moyens de checker ça. Mais là, on le voit, c'est un profil entre le product manager et le designer qui a compris une bonne partie du métier. Maintenant, vérifier la partie visuelle peut être aussi plus simple parfois par d'autres moyens. On l'a pas assez dit, mais le cœur du portfolio, c'est les case studies. Donc, dernièrement, moi, j'ai recruté quelqu'un qui avait juste un PDF, en fait. Donc, enfin,
c'est pas obligatoire d'avoir un site web, mais c'est vrai que souvent, ça va ensemble, le site et les case studies, quoi. Donc, voilà. Faut juste le répéter, quoi. Le contenu est quand même très important. C'est-à-dire qu'on s'attache beaucoup à la forme parce que ça dégage beaucoup d'éléments quand on doit faire un choix, mais un PDF hyper bien construit, ça peut fonctionner. Ça, je suis entièrement d'accord. Un PDF, ça peut tout à fait faire le coup et il n'y a pas d'obligation de passer sur un site web ou quoi. Si derrière, il y a le visuel est beau, les espacements sont bien faits, c'est lisible, et après, il y a le contenu qui prouve les compétences de la personne. C'est ça, en fait, c'est ça le plus important. Voire même, ça peut être discriminant de faire un site web si tu Si prends c'est mal, mal. quoi. Ouais, C'est un peu ça le danger aussi, quoi. C'est vrai. Connaissez vos forces. Tu te places sur un... Tu vois, moi, j'ai jamais fait de site web pour me vendre en entreprise. Ça m'est jamais arrivé. Je me suis posé la question souvent. J'ai eu trop d'exigences pour le faire, je l'ai jamais fait. Bon, pour l'instant, ça m'a pas empêché de trouver du boulot, mais vaut mieux un PPT hyper bien fait, hyper détaillé que Ton portfolio, Alban, c'était ça? C'était plutôt des screens du coup en format slider que tu partageais? Ouais, alors je peux vous le dire, hein, je suis rentré chez Chanel avec un PDF, quoi. Donc très construit avec des use cases importants, et parce que j'avais sûrement le CV qui allait un petit peu avec aussi, mais je veux dire, c'est pas un mandatory d'avoir un site web, on l'a pas assez dit, je pense. Par contre, quand t'en fais un, bah moi tu m'envoies un portfolio site web, bah ouais, je vais regarder comment tu fais ton site web parce que c'est mon métier a priori. Très bien. Alors, qu'est-ce que tu penses du portfolio de Ekaterina? On est du coup sur un profil profils de plus en plus senior. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi sur Ekaterina? Elle fait du freelance, elle a 8 ans d'XP en design, et aujourd'hui, bah, voilà, elle vous propose alors, c'est un site fait sur Notion aussi. Donc, voilà, on a une deuxième vision. C'est le deuxième exemple qu'on a choisi sur Notion. Avec du serif, ouais. Justement, on voit ici, c'est Notion, mais c'est géré totalement différemment. Donc, je trouve qu'il y a aussi une place de créativité là-dessus. Moi, c'est moi qui ai choisi ce portfolio, donc je peux dire, j'avais plusieurs commentaires là-dessus. Moi, ce que j'aimais bien là-dessus, sur ce qu'elle a fait, c'est que on parlait tout à l'heure de combien de case studies et comment les mettre en avant. Et justement, faut savoir qu'en tant que recruteur, on va en regarder 2 maximum en général. On va en survoler plusieurs et rentrer dans les détails de un et chercher un case study qui fait référence le plus possible au boulot qu'on va faire. Moi, en l'occurrence, on fait une application SaaS web, donc je vais chercher plutôt à regarder ce type de projet. Sur sa homepage, moi, ce que j'aime bien, c'est que justement, il y a les case studies les plus importants il y en a qui sont recommandés, et après, il y en a plus si j'ai envie d'aller voir plus. Donc, je trouve qu'il y a déjà une hiérarchie qui m'amène en tant que lecteur vers un endroit en particulier, que je trouve vachement intéressant. Et à chaque fois, il y a quand même des grands visuels. Et je trouve que on n'a pas encore tellement parlé de ça, mais ce qu'on veut voir, c'est le travail de la personne et l'output final en général. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse le plus. C'est toute la coquille, le packaging, le portfolio, c'est intéressant, mais ce qui est vraiment le cœur du métier, c'est qu'est-ce que la personne est capable de gérer, de créer. Donc, plus il va y avoir d'images, plus ça va être visuel, et plus ces choses-là, c'est ce qui va m'intéresser. Et là, je trouve que ça a été plutôt bien géré sur ce portfolio où on a des bons encarts, une bonne hiérarchie de contenu, des images pour ramener du visuel, pour créer toute une identité. Donc j'ai bien aimé ce portfolio. Et le seul petit bémol, c'est la faute d'orthographe dans l'intro. Ça, c'est un truc à faire attention, à bien relire, parce que l'attention aux détails, c'est une des core skills, je trouve, d'un designer. Oui, on a fait 4 portfolios. Il y en a 2 qui avaient des fautes d'orthographe que j'ai pu voir passer. Donc, c'est vrai que c'est quand même assez important, surtout sur le premier screen. Ouais. Raphaël, tu veux donner ton avis sur le portfolio d'Ekaterina? Oui, je trouve là pour le coup que je pense que l'UX Writing est bien travaillé. Je suis d'accord sur l'aspect storytelling qui est assez intéressant, assez bien explicité, compact, mais en même temps avec le bon niveau de contenu. Donc je pense que c'est un portfolio agréable à lire. Après, sur les aspects visuels, je ne vais pas regarder dans le détail, mais si tu vas sur un case study, par exemple... Ouais. Celui de, typiquement, le premier qu'elle voulait qu'on regarde, du coup, qui effectivement, il y a 2 catégories, il y a les gros, et il y en a 2 gros, et
4 petits. Pour le coup, oui. Non, c'est vrai, comme disait Benjamin, je pense que là, il y a un usage des visuels qui est pertinent. Et après, sur l'illustration des différentes phases du workflow, ça fonctionne aussi. Donc, je pense que c'est un bon usage de Notion pour le coup ici, dans le case study, où il y a une bonne alternance entre le contenu bien storytellé et compact et du coup, quand même, la preuve de compétences visuelles et de screenshots qui permettent de voir les différentes étapes du processus. Avec même une vidéo qui a été insérée, 2 vidéos. Et toujours le résultat d'impact, hein, ça quand même, c'est très important. Ouais. Ils sont chiffrés, plus ça montre quand même une dimension analytique et une conscience de l'impact business qu'a eu le projet. Je te donne le dernier mot, Alban, dessus. Ouais, il m'a posé question, ce portfolio. Ça donne une indication sur ce que je vais dire encore après, mais je suis hyper partagé pour ce portfolio parce que je sais pas si c'est qu'elle a pas eu le temps de travailler son Notion ou que c'est en cours de projet, mais en même temps, ça se voit qu'elle est senior. Dans son Behance, il y a plein de trucs. Elle a plutôt un joli coup de crayon. En fait, je finirais par me dire que ça me renvoie un message un peu brouillon, en fait, au final, parce qu'elle fait un peu du X, un peu du Y, fait de l'illustration. Et j'avoue, moi, alors, je sais pas. Il me poserait question, ce profil. Je sais pas si j'irais. Le passage à l'étape supérieure dépendrait vraiment de la quantité et la qualité de folio que je recevrais à côté. Il me poserait question, quoi. Voilà. Je sais pas quoi dire de plus. Plutôt no go. Moi, je pense que j'entends, ouais. J'entends ce que tu dis. Il y a peut-être en fait beaucoup de choses qui sont adressées et beaucoup de choses qui sont proposées, on va dire. Et si on revoit un petit peu cette perspective de je postule, mais à un poste, à une entreprise en particulier, peut-être que d'imaginer adapter son message et les case studies présentés à cette cible, finalement, peut être intéressant. Et là, c'est vrai que ça adresse large, quoi. La question du couteau suisse, elle est pas évidente quand on sait faire plein de choses. Et parfois, même avec talent, bah, ça renvoie forcément une image de quelqu'un qui s'éparpille un peu. Donc, c'est pas ultra. Ça te met pas en confiance, quoi. Et pourtant, encore une fois, hein, sur son Behance, il y a des trucs vraiment chouettes, quoi. Donc, ouais, tout à fait. On va arbitrer, du coup, je vous laisse à 3 vous donner un avis sur, voilà, est-ce que vous prendriez la personne au tour suivant? 1, 2, 3. Ouais, on a presque une égalité, quoi. Très bien. Et c'est intéressant. Mais en tout cas, on a des. Parce que là, c'est un positionnement aussi voilà, senior versus les profils qu'on a vus peut-être avant. Quoique peut-être celui qu'on a vu juste avant était aussi senior, en effet. Mais l'attente, l'attente est différente vis-à-vis des profils aux juniors, en tout cas, ça c'est sûr. Alors, il nous reste un dernier profil. C'est pas facile cet exercice de pouce en l'air, pouce en bas, en tout cas, en tous les cas. Et c'est vrai que ça peut faire un peu. On a hésité à vous le proposer, désolé mais pour ça. Ça permet à tous ceux qui sont avec nous sur le live de voir est-ce que vous auriez donné suite ou pas. Et donc, voilà. Et puis, vous représentez des typologies de boîtes différentes. Donc, je trouve que c'est intéressant quand même de. Ouais, et puis, encore une fois, il faut se remettre dans le contexte. Quand tu reçois 100 ou 200 portfolios, en fait, tu peux pas accorder un temps infini à tout le monde, malheureusement. Et en fait, tu es obligé de prendre des décisions un peu sur des critères parfois un peu irrationnels aussi. Hein. Je remets dans le contexte parce que je vois dans le chat, il y a des gens qui peuvent nous trouver durs. Encore une fois, sur une journée de boulot pour un head of design, le recrutement, c'est un truc qui passe souvent un peu on top. Enfin, je remets les éléments de contexte parce que voilà, des fois on est dur. C'est vraiment des fois ça se fait sur voilà, des critères un peu imperceptibles et je pense qu'on est même capable tous autour de la table de se contredire sur nos critères parce qu'il y a un truc qui va nous choper à un moment donné et on l'aura pas anticipé et peut-être qu'on va prendre un portfolio Notion alors qu'on n'aime pas ça parce que juste la personne avait le bon case study au bon endroit, au bon moment dans notre journée où on a eu 3 minutes à perdre sur le portfolio. Voilà. Oui, tout à fait. Mais cette notion-là de quelques secondes, voire une minute, parfois sur un portfolio, il faut vraiment l'avoir en tête, je pense, quand vous créez votre portfolio, la première impression. Effectivement, il y en a qui disent visuel est très important. Ouais, effectivement, si déjà vous décevez sur le visuel, vous avez perdu la bataille au bout de quelques secondes. Et ensuite, effectivement, compléter avec le contenu et tous les autres éléments. Mais
Il faut vraiment imaginer l'expérience, je pense, de visualisation de votre portfolio dans les premières secondes. Et qu'est-ce que ça va renvoyer? Quels sont les messages clés? Est-ce que les choses les plus importantes sont véhiculées dès les premières secondes? Si la réponse est non, probablement que vous avez besoin de retravailler votre portfolio. Je pense que et je vois beaucoup de commentaires aussi dans le chat de personnes qui disent c'est avant tout du visuel, beaucoup de UI et tout ça. Et en fait, c'est vrai que quand on a très peu de temps à passer et que le design, ça reste une grosse partie du visuel, même si c'est segmenté en plusieurs branches avec des profils beaucoup plus UX, etc. On a tendance, en tout cas moi, à chercher plutôt des profils généralistes et quelqu'un, même s'il a la meilleure compétence business, réflexion, etc., si à la fin, il ne sera pas capable de faire des maquettes pixel perfect qui peuvent être ensuite envoyées en développement, en fait, c'est éliminatoire automatiquement parce que c'est la compétence de base que je recherche. C'est quelqu'un qui est capable de faire d'avant tout ce travail-là. Et en plus de ça, si la personne est capable d'avoir toutes ces réflexions, ces analytics, toutes ces choses-là dont on a parlé, c'est en plus du bonus. Mais une personne qui sait faire du UI, du visuel, des beaux visuels, je sais qu'il y aura probablement un endroit, une mission où elle aura sa place dans l'équipe, tandis que tout le reste, malheureusement, ça peut aussi être rebalancé avec des profils de product manager qui ont plus d'affinité designer, plus de réflexion, plus de user research, plus de choses comme ça. En fait, il y a un plus gros pool aujourd'hui dans les entreprises de personnes capables de faire ces choses-là avec les attitudes user-centric qu'on a beaucoup plus aujourd'hui par rapport aux années passées lorsque le UX se développait. Tandis que les compétences visuelles pures sont beaucoup plus rares, en fait, cette capacité de maîtriser Figma, de pousser des solutions créatives visuelles, d'avoir cette attention au détail, de pouvoir travailler avec des ingénieurs pour pousser les moments de delight qu'on va pouvoir amener. C'est peut-être ce que je recherche plus chez les designers, en fait, que la compétence de faire des interviews utilisateurs aujourd'hui. Hyper intéressant. Je pense que, ouais, pour tous ceux qui écoutent, de devoir Après, qu'on remette le contexte, c'est mon avis à moi aujourd'hui dans le contexte de mon entreprise aujourd'hui. C'est pas dit que ce soit la même chose pour tout le monde du tout. Non, moi, je suis Il y a une carrément standing ovation dans le chat, hein, Benjamin, à ce sujet. Je suis carrément en phase. Ça recoupe aussi avec cet aspect où, oui, en fait, on ne cherche pas des product managers. Pour le coup, il y a aussi cette distinction. On cherche des gens qui sont capables de challenger, je crois que c'est toi, Alban, qui parlait de ça, mais qui sont capables de challenger la perspective du product management, d'apporter un complément, de challenger. Et ça passe en effet par ses compétences visuelles, ses compétences de storytelling, ses compétences de bien packager quelque chose. Et donc là, en l'occurrence, c'est le portfolio. Et si je reviens au contexte dans lequel on consulte ces portfolios, on reçoit une centaine de portfolios présélectionnés et que du coup on ouvre et puis c'est vrai que pour le coup sur le temps qu'on va pouvoir allouer à consulter tout ça, c'est assez réduit. Donc la première impression a une forte place pour le coup sur l'analyse de ça et le fait qu'on va aller creuser aussi et passer plus de temps sur le portfolio. Donc l'aspect visuel compte à ce moment-là. Je vous propose peut-être, Alban, de donner ton retour sur le portfolio de Mickaël. Ouais, je suis désolé, je vais juste compléter avec ce que disait Raphaël. Parce qu'il y a un commentaire qui est super intéressant dans le chat là, de Camille. Vas-y, je t'en prie. Que justement le marché tire vers des profils et des moutons à 5 pattes. Je vais parler en mon nom et je sais pas si vous voulez compléter ou pas, Raphaël et Benjamin, parce que je trouve que c'est une notion qui est super, celui-là exactement, qui est super importante à prendre en compte. C'est vrai que, bon, à tort ou à raison, on sait plus trop ce qu'il y a derrière le mot product designer. Je sais pas quel âge vous avez, Benjamin et Raphaël, mais moi ça fait presque 15 ans que je fais ça, et à mon époque, le métier du UX venait de commencer, et je persiste à croire, même s'il y a des gens qui me prouvent un peu le contraire, que c'est difficile de mettre un UX designer et un UI dans le même corps. Il y avait aussi un autre commentaire là, de Fab là, qui parlait du delivery versus de la discovery. Je pense qu'un UX sur le scope discovery va être très bon, voire même jouer avec des éléments de UI suivant le design system qu'on a ou ses appétences vers le design, parce qu'on n'aura pas une exigence pour justement le dev derrière. Donc quand on se parle de discovery,
voilà, UX, product designer, voilà, je mets des mots comme ça, c'est OK. Par contre, quand on cherche un profil purement orienté delivery, bah là, on cherche des UI et tout ce qu'on vient de dire précédemment est 100 fois plus important pour ces profils-là. Donc voilà, pour aller encore une fois et boucler sur le message de Camille, moi, je suis pas un fervent défenseur du mouton à 5 pattes. Euh, c'est de la petite nuance avec ce que disait Raphaël, c'est-à-dire qu'on cherche des gens avec des compétences pour s'intégrer dans des environnements produits. On cherche pas des designers capables de tenir à jour un backlog ou d'écrire des user stories, quoi. Voilà. Ouais, Désolé, je remettais juste le. Il m'a fait réagir ce commentaire parce t'as que je pense raison, que t'as c'est raison. difficile pour des profils juniors de comprendre ce qu'on attend en fait. Oui, tout à fait. C'est quand même intéressant d'avoir une très forte dominance sur Sur une une expertise, quoi. expertise très Ouais. poussée. T-shaped, hein, ça s'appelle T-shaped. Bon, on a un peu utilisé ce terme à tort et à travers, mais être versatile, être capable de prendre, d'onboarder tout type de projet et avec aussi une forme d'optimisme et d'envie d'apprendre, mais d'être extrêmement bon sur un sujet. Ça, c'est quand même des profils qui je trouve, se démarquent vachement bien dans l'entreprise. Donc, cultivez votre unicité, votre expertise et en même temps, rechignez pas à découvrir d'autres domaines voisins de votre expertise clé. Donc, c'est un conseil qu'on peut donner à pas mal de designers juniors. On va vite devoir couper, je vais vous libérer à temps et je pense que tout le monde s'approche de son heure de déj. Qui veut prendre un petit retour sur le portfolio de Michael pendant que je vous fais une visite de son portfolio? Moi, je peux dire quelques mots. Moi, j'ai trouvé que dans l'ensemble, c'était plutôt un bon portfolio où justement on a une bonne introduction, une bonne mise en contexte. Ça va être très contre-intuitif par rapport à ce qu'on a dit avant, mais on reprend on dirait presque une landing page d'un produit SaaS. Donc la personne se vend comme un produit. Donc il y a en fait assez peu de créativité qui ressort, mais on a tout le contenu et c'est plutôt bien fait. Je ne sais pas si la personne a pris un template, en tout cas ça ressemble pas mal à un template vu la structure et toutes les sections qui sont faites. Mais en fait, c'est assez safe comme approche, je dirais, pour un portfolio et tout est plutôt pas mal fait, je dirais. Donc, pour moi, en tout cas, c'est un portfolio, je tombe dessus, probablement, je le mets dans la pile de je vais aller le regarder plus tard. En général, je regarde, j'ai toutes mes candidatures sur mon système de RH, je les ouvre les unes après les autres et ensuite je trie et je me fais un tas d'onglets ouverts que je vais aller regarder dans la journée ou quand j'ai un moment. Et celui-ci, je le mettrai de côté pour me dire, OK, il y a quelque chose qui est intéressant, il y a un style visuel qui correspond à peu près à l'univers qu'on a ou en tout cas ce qui se fait aujourd'hui de tendance. Donc, il y a sûrement une réflexion là-dessus. Et ensuite, je dirais creuser un peu davantage. Je dirais, justement, c'est peut-être là où on pourrait améliorer un peu plus, c'est de faire ressortir peut-être un peu plus de personnalité et surtout de production. Parce qu'on on regarde plus un portfolio et un template de site web que le produit. Et par exemple, si on voit là sur les projets, le carrousel, en fait, on a juste des stock images. Et moi, j'ai envie de voir justement qu'est-ce que c'est que ce simulateur, cette app mobile, j'ai envie de voir la production de la personne. Et c'est ce qui manque un petit peu sur le case. Et si on regarde sur le case, quelque chose que je n'ai pas eu l'occasion de dire et pour moi qui est assez important, c'est toujours mettre, ici on a un aperçu et un impact. Donc en fait, toujours mettre une petite phase de contexte au début, c'est hyper important et je trouve que là, c'est justement pas assez développé. Moi, ce que j'aimerais que tous les case studies aient, c'est la timeline, c'était de quand à quand que je puisse situer. Si c'était il y a 3 ans, je sais que la personne a probablement progressé depuis. Le rôle et le contexte de l'entreprise. Est-ce que c'était un projet d'agence? Est-ce que c'était sur 3 mois en agence avec 3 autres designers qui m'encadraient? Et c'est tout à fait OK de dire que tout ça, c'est pas la personne qui l'a fait. Mais au moins, moi, ça me permet de savoir qu'est-ce que je suis en train de regarder, c'est le travail de qui, et ça met en contexte. Et au contraire, je peux me dire, OK, peut-être que là, il y a des défauts, mais la personne était dans son premier poste, elle travaillait avec un manager, donc c'est peut-être en fait le manager qui l'a pas suffisamment bien managé, mais la personne a fait ce qu'elle pouvait étant donné son contexte. Donc ajouter ce petit aperçu de contexte de la timeline, c'était quand, où est-ce que j'étais, il y avait combien de personnes avec moi, sur combien de temps, etc. C'est vraiment pour moi c'est un must
sur les case studies, parce que ça me permet d'aller tellement plus rapidement et vraiment pouvoir concentrer mon effort sur le contenu, qui est vraiment là où je veux concentrer mon effort, plutôt que comprendre qu'est-ce que je suis en train de regarder. Canon. Très très bon conseil, je pense que tu as délivré là. C'est fou, on est encore plus de 200 en live alors qu'on est en train de dépasser largement l'heure convenue. Je ne sais pas si vous avez des obligations, mais j'aimerais bien peut-être qu'on arbitre du coup et d'avoir votre retour global sur ce portfolio. Et puis peut-être un mot de la fin de chacun sur vos conseils à tous les designers qui sont en ce moment en recherche, que ce soit pour leur portfolio ou pour leur recherche plus en général. Mais déjà, je vais vous laisser donner un retour go, no go au bout de 3. 1, 2, 3. Ah, bah, je crois que c'est le seul qui aura fait l'unanimité, si je ne me trompe pas. Donc, cool de finir là-dessus. Et bah, merci à vous. Non, et, il y avait aussi il y avait le Notion. Il y avait un Notion ouais, qui a eu. t'as raison, Raphaël. Est-ce que tu veux, Raphaël, partager quelques conseils en conclusion de ton côté à tous les designers qui nous regardent là? J'ai vu passer des commentaires qui résumaient un petit peu ce qu'on s'est dit, qui était assez intéressant. Oui, Euh, Greg notamment. Je vais mais, l'afficher. mais voilà, en conclusion, je vais me répéter un petit peu. Pensez à pour qui vous faites votre portfolio. Pensez du coup au contexte dans lequel il va être consulté. Pensez peut-être à l'adapter un petit peu au poste en particulier, si c'est pertinent. Je pense que c'est pertinent parfois. Et puis voilà, on est en effet forcément plus attiré et on a envie de creuser quand cette première impression et ce visuel aussi de première impression et tous les mots qui ont été choisis sur cette première impression sont pertinents. Donc voilà, comme dans beaucoup de choses dans la vie, passer beaucoup de temps à peaufiner cette première impression qui donnera du coup l'opportunité de vous exprimer plus en détail dans les cases ou ailleurs dans une page à propos. Canon, merci Raphaël. Alban, tu veux partager un dernier mot? Ouais, juste de conseils rapides, je reviens sur cette histoire de mouton à 5 pattes. Faut un peu choisir ce qu'on veut faire parce que c'est là-dessus qu'on va marquer des points. On cherche forcément des profils de spécialistes, même si je sais que parfois les job desks, à tort, on met trop de choses dedans, mais voilà. Pour moi, un UI c'est un UI, un UX c'est un UX. Et si on commence à aller sur le terrain du product designer, faut bien maîtriser le discours qu'on va y mettre derrière. Et le dernier conseil, c'est le secteur et ce qu'on va dégager sur l'identité visuelle. Donc au-delà de ce que viennent de dire mes camarades, qui sont super importants. C'est vrai que si on a envie de travailler dans une startup, on va peut-être pas avoir la même intention de design que si on veut travailler dans le secteur bancaire, assurance, que si on veut travailler dans le luxe. Voilà, on va pas avoir les mêmes codes, les mêmes réflexes. Donc voilà, faire attention à ça. C'est vrai que si on arrive avec un portfolio trop coloré, trop peps, peut-être que ça va pas coller avec des environnements très très sérieux, très cadrés. Voilà. Important d'avoir un portfolio qui reflète un peu le secteur qu'on cherche. Ouais, très juste. Canon. Benjamin? Merci beaucoup de nous avoir reçus et puis écoutés. Et puis désolé, je vois il y a énormément de commentaires et de questions et malheureusement on n'a pas le temps de répondre à tout. Et puis il faut juste remettre bien le contexte qu'on on critique, mais on essaye d'apporter des conseils et personne n'est visé, bien sûr, sur tout ça. On essaye de le faire, en tout cas, avec le maximum de bienveillance, juste pour essayer de vous partager le côté recruteur qui est parfois inconnu. Enfin, en tout cas, moi, je sais que quand je postulais à l'époque, je ne savais pas du tout comment se passait un processus de recrutement. Et je pense que c'est intéressant d'expliquer ça pour les personnes qui sont en recherche ou qui veulent partager leur portfolio. Et quelque chose que un autre conseil que j'aurais tendance à donner aussi pour les personnes qui ont plus d'années d'expérience ou qui ont eu plusieurs expériences dans leur vie professionnelle, de aussi penser à bien mettre peut-être une petite timeline ou quelque chose comme ça, comme on peut retrouver sur LinkedIn, parce que ça permet de resituer une fois de plus le contexte et les expériences de la personne, sachant que en tout cas moi je prends en compte le fait de me dire si la personne est en recherche active mais qu'elle elle fait du freelance ou elle a un poste, c'est la recherche, c'est pas son temps plein.
Donc, ça permet aussi de recontextualiser ça, de nous donner ces éléments-là. En fait, l'idée, c'est vraiment de donner le plus d'éléments de contexte au recruteur lorsqu'il va ouvrir un portfolio pour qu'il puisse prendre une décision qu'il va devoir prendre rapidement, malheureusement. Yes. Bah, écoutez, merci en tout cas à tous les trois. Dans le chat, il y a eu énormément de réactions, beaucoup de remerciements, aussi des personnes qui sont un petit peu frustrées de voir sur quoi se porte le regard sur les portfolios. Mais l'idée, c'était vraiment de vous donner une vision transparente et effectivement qui parfois correspond pas à ce qu'on aimerait ou au temps qu'on aimerait allouer sur chaque projet, chaque portfolio. Mais on a essayé de vous donner la vision la plus brute et sincère de ce qui se passe, en tout cas dans ces trois contextes qui sont les vôtres. Donc vraiment, merci d'avoir accepté de partager un peu sans filtre votre vision. N'hésitez pas à nous dire dans le chat si ça vous a aidé, peut-être une note de 1 à 5 pour nos trois speakers aujourd'hui. Et évidemment, beaucoup de monde voulait prendre plus de temps dessus, donc promis, on refera ça, parce que je vois que ça a beaucoup intéressé. Je vous souhaite à tous un bon déj. Encore merci à tous les trois et à tous ceux qui sont venus sur ce live. Et on vous envoie le replay si vous voulez vous le remater dans l'après-midi avec Juliette. Salut à tous. Salut, merci. Salut. Ciao. Il y a encore beaucoup de réactions. Trop bien. J'arrête le stream du coup. Hop.